connexions et ces connexions vont changer les fonctionnalités des parties du cerveau. Vous savez qu'il y a des parties du cerveau qui ont des fonctions particulières. Donc, l'œil a une partie du cerveau particulière, les de là, une du cerveau particulière, etc. Donc, la plasticité du cerveau permet justement de transférer des régions du cerveau pour que ces régions prennent de nouvelles fonctionnalités que la personne a l'habitude de faire partie. Donc, il y a une très très grande force du cerveau humain. Et dans l'apprentissage automatique, on a essayé de prendre une petite partie qui est donc les neurones et les connexions entre les neurones. Et on est de voir ça avec l'algorithme le plus simple, donc le perceptron. On est de faire ça avec une seule couche. Ça nous donne le graphe qu'on voit ici. En entrée, on aura des caractéristiques. Donc, imaginez qu'on a une sortie particulière. J'imagine qu'ici, j'ai alors, je ne sais pas si vous voyez tout mon écran. J'ai plusieurs connexions sur la machine. Mon écran est toujours visible, n'est-ce pas? Je n'ai pas changé de slide. Est-ce que mon écran est visible? Oui, madame. Madame, برك الصون راه شوية يلاقي لا جو سي با كيفاش. كيفاش؟ الصون راهو شوية مخرخش. Ah, d'accord. C'est ça. Et Valida, ça va mieux? J'ai rapproché un petit peu le micro. Oui, ça va. D'accord. Oui, oui, je suis toujours sur le slide 2. Je n'ai pas changé. Pourquoi? Parce que j'ai juste pas mis de slide pour le cerveau humain. Ça, vous allez trouver partout. Dès que vous mettez réseau de neurones, vous aurez donc des charts du cerveau humain et vous dire que voilà, le réseau de neurones artificiels nous donne l'instruction des réseaux de neurones humains. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le réseau artificiel pour le moment. Donc, on a juste une idée de la façon avec laquelle fonctionne le cerveau humain. On essaie un petit peu de comprendre comment implémenter ça, comment les personnes qui ont proposé les réseaux de neurones ont réfléchi à essayer d'imiter le cerveau humain. Donc, imaginez que vous avez une fonction de sortie, ça on connaît, donc une fonction hypothèse, comme d'habitude. La fonction hypothèse, qui est une fonction des paramètres x1, x2, x3 et x0, donc x0 qui aura le paramètre θ0. Donc, on rajoute toujours un nœud. Donc, ce qu'on a du côté gauche, c'est les nœuds. On appelle ça dans le neuron les nœuds. Les neurones. On aura un neurone qui est une fonction de ces nœuds en entrée. Donc, ce que j'ai d'entrée, qui sont mes caractéristiques, j'aurai une fonction à l'intérieur du neurone. À cette fonction, j'applique la sigmoïde, comme d'habitude, et j'aurai ma fonction hypothèse. Ma fonction hypothèse, c'est G, donc ma sigmoïde. Donc, on appelle ça G, on appelle ça aussi sigma. Pourquoi? Parce que c'est la sigmoïde. Donc, dans les prochains slides, on va plus utiliser la notion sigma. Le son se coupe. Je suis désolée, c'est la connexion. Je suis vraiment désolée, Ayman. D'ailleurs, on est heureux que l'écran se coupe pas. Je ne sais pas comment je peux régler ça. Toujours des coupures. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Des coupures de son? Oui. D'accord. Ah, je suis désolée. C'est la connexion. Je n'ai même pas 4G pour essayer de switcher. Donc, on essaie de faire avec ce qu'on a. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, s'il y a des coupures, posez-moi la question et je vais vous écrire carrément la réponse sur le chat. Donc, pour éviter les coupures. Je vais faire pour les explications, mais vous m'arrêtez à n'importe quel moment et si vous n'arrivez pas à entendre ce que je dis, je l'écris. Donc, vous mentionnez juste ça sur le chat ou bien en prenant la parole.
Ok, donc on a dit qu'on avait une fonction hypothèse, hθ de x, hθ de x qui est sigmoïde de θ transpose fois x, et on connaît donc θ transpose de x, on sait que x est égal x0, x2, x3. Dans ce cas, vous voyez que j'ai trois caractéristiques. À ces trois caractéristiques, j'ajoute ce qu'on avait appelé intercept, notre biais. Donc, θ0 qui est le biais, intercept c'est le x0. Donc, on ajoute ça pour voir si notre fonction passe ou pas par l'origine. On a une fonction linéaire, donc à l'intérieur de notre nœud, on a une fonction linéaire. À cette fonction linéaire, on est en train de chercher des probabilités, on applique comme d'habitude le sigmoïde et on aura notre output qui est hθ de x. Donc ça, c'est un percepteur très simple avec une seule couche. Donc notre couche cachée et notre sortie. Notre couche cachée, c'est en temps notre sortie. Pour cet exemple très simple. Caractéristique, comme je disais, et on a rajouté donc notre x0. Jusqu'ici, ça ressemble à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est une régression logistique. Fonction linéaire à laquelle on applique une fonction logistique. Alors, ce qu'on a en output, ça va être une valeur entre 0 et 1. Ce que je peux appliquer, comme d'habitude, c'est le seuil. Donc, si c'est supérieur à un certain seuil, je vais dire que ça appartient à la classe 1, sinon, ça appartient à la classe 2. Donc, on est en train de faire une classification binaire en utilisant notre perceptron qui n'est autre qu'une fonction logistique d'une fonction linéaire à 4 entrées. Donc, 3 entrées qui sont nos caractéristiques, une entrée qui est la valeur qu'on a rajoutée pour passer à l'origine. On complique un peu la chose et on aura donc un multiperceptron. Un perceptron à plusieurs couches. Donc ici, c'est une seule couche et ici, c'est plusieurs couches. Les couches qu'on appelle aussi d'ailleurs en anglais, donc la couche d'entrée qu'on appelle input layer. Donc ça, c'est notre caractéristique x1, x2, x3, x4 jusqu'à x5. Les couches cachées, donc en fait, dans un réseau de neurones, on a des couches en entrée, des couches en sortie, et on a tout ce qui est couche cachée. Et tout ça, donc, c'est des couches, on appelle ça couche ou layers. Dans le cas de ce perceptron, c'est un perceptron à 4 couches. La couche d'entrée, la couche de sortie et 2 couches cachées. Alors, ce qu'on a ici, c'est notre biais. Notre biais. Pourquoi on l'a mis à l'intérieur? C'est pour dire que je vais le rajouter à ce qu'il y a en entrée ici. Donc, en fait, si je prends mon paint, il ne faut pas vous confondre. Donc, ici, c'est juste une représentation très simple de la fonction qu'on a l'habitude de faire. Donc, si je veux savoir le résultat que j'ai au niveau de ce nœud, le premier nœud, donc le premier nœud en haut, donc ça va être égal à quoi? Ça va être égal x1 fois w1 de la deuxième couche. Alors, essayez s'il vous plaît de suivre tout ce qui est indice et tout ce qui est exponent. C'est important. Ce qu'on va utiliser pour les indices et ce qu'on essaiera d'utiliser aussi pour les indices, c'est de dire le premier indice dans donc la première partie dans notre indice, ça représente l'indice de la couche. Le deuxième indice, c'est l'indice du poids. Alors, une seconde, est-ce que je n'ai pas fait erreur ici? 1, 1. Premier indice, la première couche. Non, ça c'est la couche.
1, 1, 2, 1, 3. OK. Donc, l'exponent, c'est l'indice de la couche. D'accord? Donc, ça, c'est la couche 2 en haut. Donc, vous voyez qu'en haut, le 2 représente l'indice de la couche. Je suis sur la couche numéro 2. Donc, le output de la couche numéro 2 est égal au premier point, le point relatif à x, de la couche 2, plus W, alors 1, 2, 3, 4, 5. 2. Excuse-moi, j'ai un peu confondu les indices, j'aurais pas dû faire ça. Donc, A1. Alors, donc, la sortie que j'aurai ici va être donc B1, 2. D'accord, donc c'est B1 multiplié par x0, x0 toujours égal à 1, et ça ne va pas changer, ça ne va jamais changer. Donc, donc x0 qui est égal à 1, donc j'aurai 1, 2 de la deuxième couche, plus W1, 1, donc c'est ce point que j'ai ici, fois x1, plus, donc je suis là, donc c'est W1, 2, x2, plus W1, 3, x3, plus W1, 4 fois x4, plus W1, 5 fois x. Voilà. Donc, vous voyez ici, donc, ce que j'aurai en output, pardon, ce que j'aurai en output ici, ça va être le biais, donc B1, 2, le premier biais de la couche numéro 2, que je vais additionner. Donc, c'est une combinaison linéaire, c'est une fonction linéaire. Bon, coupure sur mon PC. Alors, je continue. Bon, j'espère que vous êtes en train de suivre. J'aurais juste dû mieux arranger les indices, mais c'est pas grave. Donc, on avait dit que j'aurai ici, pour le premier nœud, ça va être B1, 2, donc le premier biais B1 de la couche numéro 2, on a appelé ça layer 2, donc c'est la couche numéro 2. Donc, le Hθ de la couche numéro 2, donc je peux l'appeler ici Hθ x, couche numéro 2. Ça va être égal à la combinaison linéaire, donc ça va être égal à B1, 2, donc le biais de la couche numéro 2, le premier biais pour le premier nœud de la couche numéro 2, plus
combinaison linéaire. Donc, WA1 de la couche numéro 2 multiplié par X. Plus, fonction linéaire toujours. Donc, W12 fois X2 plus W13 fois X3 plus W14 fois X4 plus W15 fois X5. Et tout ça, donc je l'aurai. Donc j'aurai une combinaison linéaire ici qui n'est pas encore une fonction HTA, qui est la première fonction. Et juste la combinaison linéaire. À cette combinaison linéaire, si je reviens sur mon dessin, à cette combinaison linéaire, je vais appliquer notre sigmoïde, ou bien je peux appeler aussi sigma, parce que c'est la sigmoïde. Donc le reste que je vais trouver dans la fonction linéaire, je lui applique la sigmoïde et j'aurai exactement ce qu'on a vu ici. Donc j'ai de θ, t, x. Donc θ, on a juste changé les noms de θ. Pourquoi? Pour avoir donc l'exponent et l'indice. L'indice qui va augmenter sur quel x je suis et sur quel nœud je suis. Et l'exponent qui va représenter sur quelle couche je suis. Donc, si je reviens ici, donc l'indice représente, donc le premier indice représente le nœud, le deuxième indice représente l'indice de notre caractéristique, et la troisième valeur qui est l'exponent, ce 2 représente la couche. Et donc, c'est exactement la même représentation qu'on a l'habitude de faire avec fonction hypothèse, donc notre réaction logistique, mais maintenant, on a beaucoup plus de paramètres parce qu'on a rajouté plusieurs nœuds. Et à chaque nœud, on a une fonction hypothèse particulière. On a trouvé ça, donc on fait la même chose, exactement la même chose, pour trouver la deuxième hypothèse, Hθ donc notre deuxième fonction Hθ de la queue et notre troisième fonction Hθ de la couche 2 toujours. Donc, si je prends l'exemple de la troisième couche Hθ, ça va être égal. Donc, si je mets ici H, θ, X, pour la couche numéro 1. Alors, dites-moi s'il vous plaît, quelle sont sa valeur? Regardez ce qu'on a et dites-moi ce que je vais avoir ici. Elle sera égale à X. Si je prends ici B3, donc le troisième biais, quelle sera la valeur que j'aurai dans ma fonction hypothèse à ce niveau? C'est très simple, hein? C'est très simple. C'est une fonction linéaire. Dites-moi s'il vous plaît. Je sais que c'est le ramadan, je sais que c'est un algorithme compliqué, mais quand on a le principe, donc les calculs sont très très faciles et vous allez le voir dans le TP. Alors, W31, je vais voir, W31, très bien, fois X1, W32 fois X2, très bien, plus, exact. Exact, Aïma. Donc, les BI de la couche 2 deviennent les XI de la formule, ok? Les BI de la couche 2, oui, deviennent les XI de la formule. Plus B. Alors, oui, Aïma, donc plus le B, donc plus B fois 2. Je ne comprends pas cette phrase. Donc, les BI de la couche 2, oui, deviennent les XI dans la formule. Quelle formule? D'accord. OK. Les BI de la couche, donc je reviens sur ma formule du Paint. Les BI de la couche 2 deviennent les XI. Non, je ne suis pas d'accord. On avait notre B1 et il y a juste le B1 qui va changer. Donc, je vais juste enlever ce B1. Alors, je vais mettre
Je vais juste changer ce B1 et je vais maintenant utiliser B3. Je suis à la dernière couche. Donc B3 et je vais aussi changer tout ça. Donc je vais mettre, je suis à ce B3, donc je vais utiliser les troisièmes paramètres. Donc ça va être B3 X1 multiplié avec X1, B3 2 pour multiplier par X2, pardon, 3 pour multiplier. Voilà. Voilà, donc jusqu'à 5. Très bien. Donc W, je change et je mets 3. Et W, je change ici aussi, je mets 3. Donc ça va être W35. Et vous voyez ici mon W5 que je vais multiplier par X5 pour avoir la fonction Hθ. Donc je mets la combinaison linéaire. Je mets la combinaison linéaire et je vais avoir donc mon H. Je mets la combinaison linéaire, j'applique la sigmoïde et donc Hθ, donc le deuxième. Donc de la deuxième couche, ça va être le deuxième. Donc on va voir plus tard comment on va utiliser les indices pour ne plus utiliser notre Hθ. Donc ça sera plus facile d'utiliser une lettre. Donc ça va être A, par exemple A1, qui sera la fin, donc qui sera notre Hθ de X. Abdelkader, est-ce que vous êtes d'accord? Je ne vais pas changer tous mes B pour les mettre à l'aise de X. Il y a juste un B qui va changer. On a un seul biais. Donc, pour chaque couche, je n'ai qu'un seul biais, une seule valeur du biais. Parce que les X, c'est toujours les mêmes, et je rajoute une valeur pour le passage vers l'origine. Très bien. Donc, maintenant, si je passe à la prochaine fonction d'activation, si je suis sur la couche numéro 3, à votre avis, ça va être égal à quoi? Donc ici, ce que j'ai mis, c'est avec un carré, sera égal à quoi, s'il vous plaît? Pas la formule, dites-moi juste l'idée. Donc ça va être égal à quoi? Allez-y, écrivez. Donc, ma question, c'est pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde, on a besoin de trouver l'hypothèse précédente. Très bien, c'est l'hypothèse précédente. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, notre H de tout à l'heure, qui était de la couche précédente, multiplié par le point. Exactement. Donc, en fait, c'est ça l'idée. Si je reviens ici. Donc, ici, on a trouvé une certaine valeur. Et ici aussi, on a trouvé une certaine valeur. Très bien. Très bien. Donc, si j'appelle ça Y1, si j'appelle ça Y2, si j'appelle ça Y3, ce n'est plus X1, X2, mais en fait, on est en train de créer de nouvelles caractéristiques. Et si vous vous rappelez, si je mets un petit peu le contraste avec le deep learning ou le réseau cognitif, je vous ai dit qu'avant, dans l'essence, on a essayé de comprendre comment on représente l'image. Quelles sont les caractéristiques qui expriment l'image. Et on a trouvé qu'il y avait Swift, qu'il y avait Surf, qu'il y avait Rock, qu'il y avait ORB, qu'il y avait beaucoup de choses, qu'il y avait Harris, etc., qui avait beaucoup de valeurs numériques qui pouvaient représenter une image, qui les pixels. Ce que nous dit le réseau de neurones, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller chercher vos caractéristiques et chercher si elles sont assez discriminantes. Je vais me charger de faire ça. Et comme on est en train de faire ça, comment le réseau est en train de se charger, de trouver les meilleures caractéristiques, justement en créant de nouvelles caractéristiques. Donc, ce que votre camarade Ahmed a écrit, les Y, c'est en fait tout simplement les nouvelles caractéristiques qu'on est en train de créer. Si on utilisait une fonction hypothèse basique, on aurait juste pris X1 jusqu'à X5 et on aurait essayé de diminuer le coût avec la défense du gradient. Maintenant, avec le réseau de neurones,
ce qu'on essaie de faire, c'est de créer de nouvelles caractéristiques à chaque couche. Et plus je mets de couches, plus je suis en train de créer de caractéristiques. Donc, ce que j'aurai pour cette sortie, pour cette fonction hypothèse, couche numéro 3, ça va être une fonction que j'ai trouvée qui était une fonction de la couche précédente. Ce qu'on a calculé précédemment, c'est devenu un Y1. Ce Y1, je vais le multiplier par W1,3, plus Y2 multiplié par 1,2 de la couche 3, plus Y3 multiplié par 1,3 de la couche 3. Et j'aurai, donc on va appeler peut-être un Z, Z1. Et je calcule aussi Z2, donc bien sûr, donc multiplication, mais à laquelle on applique bien sûr la sigmoïde. Hein. Faire de connexion. Bien, on compte. Donc, bien répondu. On a trouvé la valeur donc, de cette fonction, de notre nouvelle fonction hypothèse, couche numéro 3. Et enfin, donc notre dernière fonction hypothèse, ça va être la fonction, ça va être une fonction de tous les nœuds qui sont précédents. Donc, tous les nœuds qu'on a ici. Et donc, bien sûr, donc ça va être, si j'appelle ça un Z1, donc ça va être Z1 multiplié par W11 de la couche 4, plus Z multiplié par W12 de la couche 4, plus Z3 multiplié par 1,3 de la couche 4, plus Z4 multiplié par W14 de la couche 4, plus W plus Z5 multiplié par W 1,5 de la couche 4. Et donc, j'aurai la sortie de ma fonction hypothèse. Laquelle, bien sûr, donc la sortie, j'applique la sigmoïde et j'aurai mon final output. Donc, mon final, je vais faire ce que je veux. Donc, je peux ici dire, voilà, si ça dépasse un certain seuil, j'aurai une valeur. Si c'est un certain seuil, la classe est zéro. Donc, supérieur à seuil, inférieur à seuil, etc. C'est un réseau multicouche, multi-perceptron. Mais, donc, j'ai une seule couche de sortie. Donc, un seul nœud dans la sortie. Donc, j'ai une couche de sortie et une seule. Si j'ai envie de faire une classification, donc ça, c'est toujours, on est toujours sur une classification binaire, un seul nœud. Mais si je veux faire une couche, une classification, une classification, une classification classe, je devais avoir plus de nœuds de sortie ici. Alors, une pour vous. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce réseau? Qu'est-ce que vous remarquez pour chaque sortie? Donc, je vois que chaque sortie, c'est une combinaison linéaire de l'entrée. Ensuite, chaque autre sortie, c'est une combinaison linéaire de l'entrée qui est elle-même une combinaison linéaire d'une fonction précédente. En fait, en thématique, comment on appelle ça? On a déjà vu ça en première, en deuxième. Comment on appelle ça? La fonction que j'ai ici s'appelle comment? Bien la fonction que j'ai ici. Une fonction comme complexe, oui, une fonction complexe, d'accord, mais aussi, je cherche un autre. Très bien, c'est une fonction composée. C'est une fonction, vous vous rappelez, G rend qui est G de f de x. Donc, en fait, j'ai une fonction qui est G rend f. Donc, si je reviens sur l'appellation proposée et même nous a proposé que sur la couche numéro 2, j'ai appelé ça Y. En fait, notre Y qui est égal à f de x. D'accord. Ensuite, notre Z,
Donc, je suis passée à la couche suivante. C'est devenu, je ne sais pas, c'est devenu G, Y maintenant. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On est parti pour trouver cette valeur. On a multiplié la fonction sortie qu'on avait ici. Un paramètre là, donc c'était une fonction linéaire qu'on a ici, de notre Y. Y, c'est un vecteur, plusieurs valeurs. Et ici, notre G de Y. Donc, c'est en doublé que j'ai multiplié par les Y. Donc, Y1, Y2, etc. Jusqu'à Y5 qu'on a calculé. Donc, en fait, notre Z, c'est de Y, et Y, c'est f de X. Donc, en fait, c'est une fonction continue qui est juste f de X. Et ça, on sait que c'est G rend F. Donc, notre fonction Z, c'est G rend F. Et pourquoi on a besoin de ça? On a besoin de ça justement pour faire calculer le gradient. Calculer la dérivée. Si je veux calculer la dérivée d'une fonction composée, en fait, il y a une certaine règle qui s'appelle la règle des fonctions composées, de la dérivée des fonctions composées. Et on appelle aussi chain la règle qui me dit que si je veux calculer la dérivée de, en fait, être la dérivée de G par rapport à F multipliée par la dérivée à X par rapport à la variable qu'on a. Donc, je remonte jusqu'à la dernière variable. Et là, donc, on aura besoin, donc, tout de suite, pour essayer de trouver la dérivée. Et on sait pas, on a besoin de la dérivée. On a besoin de la dérivée pour mettre à jour nos paramètres. Donc, jusqu'ici, on a une fonction de sortie. On a dit que j'ai une seule sortie, mais dans la vie, on a des problèmes plus complexes. Donc, on n'a pas besoin d'avoir seulement une sortie. On a toujours envie d'avoir une régression logistique, je vais dire, mais on a besoin de faire une classification. En fait, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de changer la forme de notre output, la forme de notre sortie. Là aussi, je vais rappeler le TP qu'on a fait, le tout premier TP qu'on a fait. Vous vous rappelez, on avait classifié des chiffres. Et en fait, il y a un certain chercheur qui s'appelle Delson en 2015 qui a proposé un réseau, donc un réseau profond, donc plusieurs nœuds dans la couche cachée. En fait, il contient seulement une seule couche cachée, mais qui contient plusieurs neurones. Et en sortie, donc il avait mis 784 caractéristiques. Donc, en fait, à votre avis, c'est quoi ce chiffre? Donc 784, c'est quoi ces caractéristiques de X1 jusqu'à X780? C'est ce qu'on a en TP. C'est quoi l'entrée ici? C'est les pixels, très bien. Pourquoi j'ai 784? Pour une image, oui. Voilà, donc 24 fois 24. En fait, c'est 28 fois 28. Donc, je vous ai dit que pour notre OTP, j'ai un petit peu changé les images. Mais donc, à la base MNIST, donc on a utilisé subset of list, un petit échantillon de M. Et donc, en fait, MNIST, c'est un beaucoup moins que ce qu'on avait utilisé dans notre OTP. Et M. Lehman a mis donc les images telles quelles, donc les 28 sur 28, il les a mis sous forme d'un vecteur, donc de X jusqu'à X734. Il a créé une couche cachée avec plusieurs neurones. Donc en fait, la couche cachée contient notre neurone. La couche de sortie, c'est notre neurone. Notre neurone va représenter la probabilité d'appartenance à une classe particulière. Et ça, c'est exactement ce qu'on a fait en TP.
Sauf qu'ici, on n'a pas 30 neurones. Je ne me rappelle pas pour la deuxième couche combien on avait mis. Donc, ce qui était intéressant dans son travail, c'est qu'il a réussi à avoir une précision de 95% pour cette base de données qui est quand même assez compliquée. Vous vous rappelez, ce dont on avait besoin, j'avais fait dans le TP, c'était d'organiser, de réarranger notre output. Donc, pour les labels, pour les étiquettes qu'on avait, chaque image, on avait une seule valeur. Je vous ai dit qu'on a besoin de changer ça to categorical. Vous voulez, pour le réseau de neurones, on avait besoin d'utiliser la fonction to categorical et la fonction de to categorical pour une image donnée, pour un donné, on allait transformer ce Y en un vecteur qui contient donc un pour la classe en question et des autres. Si j'avais l'image chiffre 6, donc je vais prendre l'image du chiffre 6. L'étiquette du chiffre 6 est égale à 6. Et le vecteur, qui va être le output de la fonction toCategorical, va être des 0, 2, 3, 4, 5. Et sur le 6, je vais mettre un 1. Et pour le reste, je vais mettre des 0. Voilà. Donc, je fais ça. Pourquoi je fais ça? Justement parce que j'ai besoin de ça pour ma couche output, ma couche de sortie de mon réseau de neurones. Bon, c'est notre réseau. Donc, c'est l'architecture du réseau. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est justement avoir un réseau de l'entraîner pour avoir cette précision qu'on a ici. Donc, ce 95%, on essaie d'y arriver. Et comment on le fait? Donc, en utilisant notre apprentissage. Chaque chiffre, donc on l'a transformé en un vecteur avec notre fonction categorical. Pour le chiffre 5, donc à la position 5, la position 6 plutôt, donc je vais mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5. À la position 6, n'est-ce pas? Parce que je commence par le 0. Donc je vais mettre un 1 et je fais ça. Toutes mes images, je transforme chaque output, chaque étiquette, label, en un vecteur. Maintenant, comment on fait l'apprentissage? Pour l'apprentissage, on essaiera donc d'initialiser des poids et des biais, bien sûr, donc B0, B1, B2, etc., le nombre que j'aurai, en couches. Donc, j'aurai de biais selon le nombre de couches que j'ai. Donc, si je reviens sur mon exemple ici, en fait, j'ai un seul biais ici. Donc, ça sera la valeur que je vais mettre, que je vais rajouter à mon réseau. J'aurai deux. Donc, j'aurai un B ici et un autre B ici. Donc, pour chaque couche, j'ai besoin d'un B. Donc, ici, j'ai deux couches. Donc, j'aurai besoin de deux B. Deux couches sont la couche de sortie. Donc, j'initialise des pas avec des valeurs aléatoires au début. Une fois les biais, je vais calculer l'activation. Donc, ce que j'ai activation, c'est en fait ça. L'activation, c'est la sigmoïde de la fonction, de l'action linéaire. On entend toujours parler d'activation, de feature map lorsqu'il s'agit de réseaux de neurones cognitifs. Donc, tout simplement, la sortie d'une donnée. Donc, la dernière chose après la sigmoïde. Donc, l'activation, première activation, je vais la trouver ici. Deuxième activation, je vais la trouver ici. Donc, je calcule l'activation. Et comment j'appelle ça? Donc, ce qu'on a fait ici sur le Paint, c'est multiplication. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom? Alors, j'ai perdu la connexion. Une seconde. Alors, on était à l'activation. Donc,
on initialise des biais. Le biais, c'est aussi un point que je vais utiliser. Alors, on a l'habitude de dire paramètres pour les θ. Une notion qu'on utilise dans les réseaux de neurones, c'est de dire qu'on appelle ça les points. Donc, ces mêmes paramètres, c'est les θ qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est juste qu'on va leur changer leur nom en les appelant poids pour réseau de neurones. Le biais, donc, pareil, comme on a l'habitude de faire. Et je vais calculer l'activation. Donc, l'activation, c'est la sigmoïde appliquée à la fonction linéaire de la couche précédente, de tous les nœuds, combinaison linéaire de tous les nœuds multipliés par les points. Donc, la fonction linéaire à laquelle j'applique la sigmoïde pour avoir une probabilité. Alors, ce qui est intéressant à voir et ce que vous devez aussi retenir, c'est que j'applique la sigmoïde sur chaque couche. Donc, je n'attends pas jusqu'à la dernière couche pour appliquer la sigmoïde, mais pour chaque couche, je vais appliquer la sigmoïde. Donc, le calcul qu'on a fait tout à l'heure. Donc, pour chaque couche, je calcule la combinaison linéaire. Ensuite, j'applique la sigmoïde. Alors, ma question pour vous est, est-ce que je fais ça, cette opération, je pense que vous le connaissez. Comment s'appelle le nom de cette opération? C'est la multiplication et j'applique la sigmoïde pour avoir sorti. Je pense que vous connaissez. Donc, comment s'appelle cette fonction que vous trouvez partout lorsque vous cherchez réseau de... Comment s'appelle? Opération. Donc, l'opération de multiplication. Le réseau de Broad est composé de deux opérations principales. J'ai l'opération pour calculer les sorties. J'ai l'opération pour mettre à jour les points. Comment s'appelle la fonction pour calculer les sorties? Donc, ce qu'on a appelé ici, l'activation. Comment s'appelle l'action, enfin, l'opération dans laquelle je calcule l'activation? Je vous donne un indice. Voilà, très bien. C'est la forward propagation et la backward propagation. C'est la propagation en avant et la propagation, la rétropropagation ou la en arrière. Forward propagation et backward propagation. Forward propagation, en avant, je suis en train de chercher les fonctions. Donc, je suis en train de chercher mes fonctions à chaque couche et à chaque nœud. Donc, je suis en train d'aller vers l'avant. Donc, c'est la propagation vers l'avant. Et la propagation vers l'arrière, c'est lorsque je vais essayer de calculer l'erreur causée. Donc, on calcule le coût, comme on a l'habitude, et de faire une rétropropagation, donc de faire la propagation de l'erreur qu'on a trouvée pour essayer d'être à jour de poids. Donc, et backward propagation, c'est les termes que vous allez toujours trouver dans les réseaux de neurones. Qui est la rétropropagation, backward propagation, et la propagation en avant pour la forward propagation. Voilà, donc Compute Network Activation, donc l'activation, c'est notre forward. Ensuite, je calcule le coût de ma base d'apprentissage pour mettre à jour mes points. On sait que dans l'apprentissage automatique, notre objectif, c'est d'avoir un modèle. Notre modèle doit au mieux classifier nos données, présenter nos données ou faire une régression. Donc, j'ai toujours besoin d'un modèle qui soit robuste. Et le modèle, pour qu'il soit robuste, je dois miser le coût donné, qui est le coût, qui est en général la différence entre ce que j'ai prévu, enfin, ce que j'ai prédit plutôt, et ce qui est réel. Donc, une fois que j'ai calculé le coût, je vais essayer de minimiser en utilisant un certain algorithme. On connaît l'algorithme de la descente du gradient, et c'est exactement cet algorithme qu'on va utiliser pour les réseaux de neurones. Mais avant de faire ça, on a besoin de faire la rétropropagation. Pourquoi? Parce que quand on avait l'habitude d'utiliser la descente du gradient, on avait une seule fonction de bout et une seule fonction. Mais maintenant, on a une combinaison de fonctions. Et on a plusieurs fonctions et on a plusieurs nœuds. Et chaque nœud, c'est une fonction de tous les nœuds qui sont en avant, qui sont en arrière plutôt.
Donc, ça devient plus compliqué d'utiliser la descente du nom une seule fois. Mais on a essayé d'utiliser toujours la descente du gradient, mais après avoir récupéré toutes les dérivées de toutes les couches de paramètres. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter pour cette minute qui nous reste? On va juste, donc on a parlé de proportion en avant. Alors, pour une image, donc on a pris l'exemple de l'image. Pour une image donnée, on va essayer de trouver, donc, ça c'est l'étiquette réelle ou le vecteur réel. On a eu des catégories. On a un vecteur au lieu d'une seule valeur, donc au lieu d'une seule étiquette. Donc, on a notre vecteur réel. On lui soustrait le vecteur prédit, donc ce qu'on a utilisé, donc la probabilité d'appartenance à une certaine classe en ayant donc nos paramètres et notre caractéristique X. Donc la fonction d'activation, la forward propagation, et on va essayer de trouver un coût. On essaie le coût, donc square root, donc c'est la différence entre les deux au carré. Donc, c'est la mesure de coût qu'on a utilisée pour la régression linéaire. Donc, une fois qu'on a trouvé ce coût, avec les paramètres qu'on a utilisés, donc on essaiera de trouver la dérivée de ce coût pour essayer de mettre à jour nos paramètres. Donc, si par exemple notre output a donné cette valeur qui a prédit le chiffre 5 et la classe, c'est le chiffre 6. Donc, on aura une erreur donc, qui est 0, moins 0,3, plus 0, moins 0,5, plus 0, etc. Donc, toute cette somme au carré. Et j'aurai donc la valeur de 0,27. Je fais ça pour tous les exemples. Je fais ça pour tous les exemples de notre dataset et j'aurai un coût total pour lequel je vais essayer de calculer plus tard la dérivée pour mettre à jour un paramètre. Voilà, je pense qu'on n'a plus le temps, mais au moins, donc, on a la propagation en amont qui est très simple. Vous avez vu que c'est juste une combinaison linéaire à la qualité sigmoïde, mais qui va se répéter chaque couche de notre réseau. On fera, donc, Inch'Allah, la séance prochaine, on essaiera de faire la rétropropagation. Jusqu'ici, avez-vous des questions, s'il vous plaît? Questions? Ça va, c'est l'air? Très bien, parfait. Pardon. Ok, excellent. Donc, je vous remercie de votre attention et à mercredi, Inch'Allah, pour notre séance de TP. Bonjour,